La cyalidose est la dernière des causes fréquentes et la moins fréquente de l'EMP. Donc, c'est un groupe de maladies autosomiques récessives qui est associé à un déficit enzymatique, un acétylneuraminidase. Elle débute entre l'âge de 8 et 15 ans. Parfois, un déficit visuel, des anomalies ophtalmologiques qui sont caractéristiques et qui sont des taches rouges cerises au fond d'œil, qui vont évoquer aussi ces taches rouges cerises, un syndrome de Sandoff, et des opacités cristalliniennes punctiformes qu'il faudrait rechercher à l'examen ophtalmologique et savoir demander à l'ophtalmologue de vous rechercher ces anomalies lorsque vous suspectez une cyalidose. Le tableau clinique aussi va être par des douleurs des extrémités faciales qui sont spontanées, donc qui ne sont pas provoquées par des stimuli extérieurs. Ces myoclonies sont irrégulières et vont prédominer au niveau de la bouche et qui sont peu sensibles aux stimulations extérieures. Ces myoclonies vont persister pendant le sommeil. L'EEG va montrer une activité de fond normale, d'accord, ou rapide, sans que l'épreuve de la SLI soit positive. Les myoclonies massives, lorsque vous arrivez à les enregistrer au cours de l'EEG, vont montrer des décharges de pointe onde généralisées. Sinon, vous aurez parfois, quand vous avez de la chance, des pointes ondes qui sont identifiées sans la SLI. Le diagnostic de certitude est fait par le dosage de la neuraminidase, donc qui est déficitaire dans les lymphocytes ou les fibroblastes en culture, et aussi le diagnostic est évoqué avant de faire le dosage enzymatique, de refaire la recherche urinaire des cyaloliposaccharides. Donc, lorsqu'ils sont augmentés au niveau des urines, ils vont nous aider par faire le diagnostic et de demander le dosage de la neuraminidase. Le diagnostic postnatal, prénatal, pardon, il est possible. Et le gène est situé sur le chromosome 6 avec différentes mutations. Et on a, pour le type 2 des cyalidoses, vraiment un phénotype très, on peut avoir une dysmorphie qui va rappeler les mucopolysaccharidoses, d'accord, et on peut avoir parfois un double déficit enzymatique. Alors, il y a d'autres causes qui sont beaucoup plus rares, d'accord, et qui parfois, ce n'est pas l'épilepsie myoclonique progressive qui domine les tableaux, comme pour la maladie de Gaucher. La maladie de Gaucher, qui est une maladie aussi génétique, d'accord, et qui est associée hépatomégalie, splénomégalie, surtout splénomégalie, et lorsque vous avez une suspicion de Gaucher avec atteinte neurologique, donc elle peut être une cause d'épilepsie myoclonique. Vous avez le syndrome des myoclonies d'action et d'insuffisance rénale progressive et l'atrophie dentato-rubropallidolysienne, c'est des causes aussi rares. L'EMP peut être associé à d'autres pathologies, chez le petit enfant comme le syndrome de Tay-Sachs, d'accord, et chez l'enfant et l'adolescent comme la maladie de Wilson, et chez l'adulte comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Alors, quels sont les principaux éléments diagnostiques? Dans l'atteinte d'Ehrlich-Lundberg, vous avez vous l'évoquez devant une atteinte cognitive mineure, sans signe associé, d'accord, avec l'EMP. Risque évolutif, elle est faible. L'atteinte cognitive, elle est variable, peut-être mineure, peut-être sévère, mais vous avez des signes associés comme la surdité, la myopathie et la neuropathie. Le pronostic est variable, le décès peut survenir. Le diagnostic de certitude est fait sur la biopsie musculaire, le dosage des enzymes de la chaîne respiratoire et les génétiques. Dans la maladie de la Fora, vous avez une démence très importante, les crises d'épilepsie occipitale,
Et le diagnostic de certitude est fait sur la biopsie cutanée dans le creux axillaire et la recherche de la mutation du gène de la laforine. Dans les séroïdes l'hypofycinose, vous avez une atteinte cognitive importante avec des signes associés, en particulier ophtalmiques. Le pronostic est sévère et le décès peut survenir rapidement. Et les sialidoses, vous avez l'atteinte cognitive qui est mineure avec des signes associés ophtalmiques. Le pronostic est sévère. Alors, quand évoquez une épilepsie myoclonique progressive, vous évoquez une régression psychomotrice, une perte de capacité cognitive. Devant une épilepsie tonico-clonique généralisée ou clonico-tonico-clonique, crise d'épilepsie occipitale, surtout lorsqu'elles sont pharmacorésistantes, devant des myoclonies parcellaires, devant une ataxie et des signes associés, ophtalmiques ou autres, ou des accidents vasculaires cérébraux. Alors, quel diagnostic évoquer en premier? Alors, par ordre de fréquence. Uniquement par ordre de fréquence. De la plus maladie d'Emery-Landborg, lorsque vous avez un EMP sans atteinte cognitive majeure, vous avez le syndrome de Merck quand vous avez une atteinte neurosensorielle, musculaire et neurologique, vous avez une maladie de Lafora lorsque vous avez une épilepsie occipitale et démence, c'est-à-dire perte des capacités cognitives, vous avez les séroïdes l'hypophycinose lorsque vous avez une atteinte ophtalmique avec une démence sévère, et vous avez la sialidose quand vous avez une atteinte ophtalmique et une atteinte cognitive qui est mineure, c'est une démence mineure. Qu'est-ce que vous faites comme moyen de diagnostic? Quels sont les outils de diagnostic? Vous avez la génétique, vous avez la biopsie de la peau, la biopsie cérébrale quand c'est possible, et les dosages enzymatiques. Donc, de cette façon-là, vous pouvez avoir un schéma de diagnostic très simple de ces EMP, de ces encéphalopathies myocloniques progressives. Je vous remercie pour votre attention et merci. Merci, docteur Mohamedi. Si tu peux enlever ta communication. Oui. En haut à droite. En haut. Au milieu. Arrêtez. Voilà. Donc, il y a quelques questions que je vais te poser. Le docteur Zemerlin, spécialiste du sommeil, te dit, est-ce qu'il existe une relation avec le sommeil, avec ces épilepsies? Je n'ai pas entendu toute Y a-t-il une relation entre le sommeil et ces épilepsies? Non, il n'y a pas de relation entre le sommeil et l'encéphalopathie myoclonique progressive. C'est vrai que le sommeil est un inducteur d'épilepsie. C'est pour ça que chez le petit enfant, on fait des EEG durant le sommeil pour mettre en évidence les décharges de nature épileptique. Mais dans ce cas-là, le syndrome, non, il n'y a pas de relation entre sommeil et épilepsie myoclonique. C'est vrai que parfois, pour le sommeil, il y a les myoclonies de sommeil, mais c'est une entité totalement différente de ces EM. Une question, en dehors du conseil génétique, quelle est la conduite pratique au cabinet médical? Qu'est-ce qu'on explique aux parents? Bon, au niveau du cabinet, lorsque vous évoquez un diagnostic d'encéphalopathie myoclonique progressive, c'est ça la première étape. Alors là, vous avez en tête rapidement les différents diagnostics qui sont parfois des maladies génétiques ou des maladies métaboliques difficiles à diagnostiquer, et vous avez le pronostic qui est parfois sévère. Donc là, c'est-à-dire lancer le diagnostic avec les parents durant la première consultation, ce serait très difficile. C'est une fois que vous avez des éléments de diagnostic, pas obligatoirement la génétique, parce que c'est très difficile de la faire. Mais un EEG pour récifir et aperçu sur la maladie, sur l'évolution, bien sûr, sans dire que votre fils va mourir dans 10 ans, là, à 20 ans, et vous dites que le traitement de l'épilepsie serait de telle sorte que les crises vont diminuer, mais ne vont pas disparaître. Et vous pouvez l'orienter vers un centre spécialisé qui s'occupe de ce genre de maladie. Mais le pronostic, dans tous les cas, il est sévère. Je ne pense pas que vous allez dire aux parents
votre fils va mourir dans 1 an ou avant 20 ans. Docteur Bousta te demande à partir de quel âge on utilise la SLI basse fréquence. C'est généralement chez les enfants, elle est utilisée chez le nourrisson, mais généralement c'est des enfants lorsqu'on fait des EEG de veille, alors 4 ans, 5 ans on peut le faire, mais on peut aussi faire chez le nourrisson des SLI, même chez l'enfant, il est endormi. Notre ami Dr Bessassi Ben Mansour te demande quel antiépileptique utiliser en premier cas en cas d'épilepsie myoclonique. Alors, dans le cas d'épilepsie, bon, on parle d'épilepsie, le traitement préconisé est le phénobarbital associé à une benzodiazépine pour faire réduire les myoclonies. La phénitoïne ou d'autres traitements antiépileptiques peuvent aggraver les myoclonies. Cependant, si vous parlez d'une épilepsie de type myoclonique simple, il n'y a pas de suspicion de utiliser en premier le valproate, d'accord? Ça reste l'antiépileptique à large spectre. S'il ne répond pas au valproate, vous passez au lévédracetam, qui est l'amitrale, ou le kepa, bien sûr. Docteur Karamallah te pose la question, qu'en est-il des myoclonies des membres supérieurs survenant chez des petits nourrissons lors de l'émotion? Alors, lors de l'émotion, normal, faut-il faire un EEG pour rassurer et à quel âge? Oui. Lorsque vous avez des myoclonies qui apparaissent à des stimulés extérieurs, il faut savoir évoquer l'origine épileptique. Donc, vous faites, une fois que vous suspectez qu'il s'agit d'une épilepsie, vous faites un EEG. Si le EEG est normal, n'élimine pas le diagnostic, mais si vous avez la chance que cet enfant fait des myoclonies au cours de l'enregistrement, et si vous avez au même moment des décharges de pointe-honte ou de polypointe-honte, cela confirme la nature épileptique de ces myoclonies. Et c'est des enfants qui doivent être surveillés parce qu'il peut s'agir du premier symptôme d'une maladie métabolique ou autre. Docteur Fethi Bassa te demande, est-ce qu'il faut faire un bilan pour les parents? Non, pas obligatoirement. Il y a les mères qui sont porteuses, mais pas obligatoirement, non. Aucun bilan pour les parents n'est demandé. Mon ami Tihami te pose, pourquoi en dehors des pays scandinaves, la quasi-totalité des malades ont un très bas niveau socio-économique? Est-ce l'environnement, le régime alimentaire, les pesticides ou juste la consanguinité? Je répète la question. La quasi-totalité des malades ont un très bas niveau socio-économique. Est-ce l'environnement, le régime alimentaire? Vous me répétez le début de la question? Pourquoi en dehors des pays scandinaves, la quasi-totalité des malades ont un très bas niveau socio-économique? Oui. Cet aspect-là, que la quasi-totalité des malades qui sont à un niveau bas économique, non, on a des différentes classes économiques, classement au niveau d'une épilepsie n'a rien à nerveux central pour les autres causes. Mais je parle aujourd'hui des maladies certaines métaboliques, génétiques, d'accord, d'une encéphalopathie myoclonique progressive. Merci beaucoup. On va terminer. 2 secondes, je mets monsieur Bouchiri. Oui, Turquie. Oui, donc on va terminer. D'accord. Je remercie les participants. Si vous avez quelque chose à dire, sinon on se dit au revoir. Donc, la prochaine. À la prochaine. Cette fois-ci, les participants ont été aussi de toute l'Algérie. Bourj-Bari Rij, Steve, bien sûr, Tlemcen, Aïnt Mouchent, Wergla, 2 amis de Wergla. Sidi Abbas, Saïda, bien sûr. Donc, la prochaine. Hein? Pardon? Alger. Alger, oui. La prochaine
se fera le vendredi prochain. Je n'ai pas encore le programme. Il y aura sûrement de la rhinite allergique, sûrement une présentation sur les HMO, les Human Milk Oligosaccharides. Et on est en train de réfléchir soit l'hypothyroïdie quand demander un bilan thyroïdien ou bien la maladie de Kawasaki. Vous aurez le programme ce dimanche soir sur la page Facebook et sur le site de la SPO. Je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.